Nous vous savons toujours plus nombreux à nous préférer sur Dioma TV, mais aussi sur la 93.1 Dioma FM, ainsi que sur toutes nos plateformes numériques. Nous ne vous remercierons jamais assez de votre fidélité sans cesse renouvelée, car sans vous, nous n'existerions pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire préférée, Ce qu'il fallait démontrer. CQFD en abrégé, la seule émission de la République qui vous décortique l'actualité nationale sans passion, sans parti pris, ni aucune émotion. Et ce soir, comme à l'accoutumée, des sommités intellectuelles sont nos invités et elles sont confortablement installées. Je vais parler, aujourd'hui je commence par la gauche, Monsieur Malik Touré. Il est économiste, ancien directeur de cabinet adjoint à la primature. Bien entendu, il a travaillé avec les premiers ministres Dr Ibrahima Kassori Fofana et M. Mohamed Bouyavogui. Il est actuellement à la tête d'un cabinet de la place qui évolue dans l'accompagnement, dans la stratégie et la performance. Bonsoir, M. Malik. Bonsoir, Yassine. Bienvenue dans cette émission. Et notre habitué, bien entendu, c'est M. Mamoudou Bari, économiste financier, expert consultant spécialisé dans le domaine du contrôle financier et fiscal. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Je vous remercie. Vous n'êtes pas à votre première, j'espère que ça ne sera pas la dernière. La République de Guinée est l'un des pays les plus pauvres au monde, avec un SMIC qui s'élève à 550 000 francs. Un montant pour le moins dérisoire, qui ne permet pas aux citoyens de faire face à toutes leurs obligations. Et c'est pour les aider justement que l'État subventionne chaque année un certain nombre de secteurs, notamment dans l'éducation, la santé, l'énergie et l'eau. Toutefois, cette subvention n'est pas une garantie d'un service public adéquat. Beaucoup d'anomalies sont constatées ça et là. C'est pourquoi, ce soir, nous faisons une analyse économique des subventions étatiques. On met le curseur sur ce secteur pour chercher à comprendre la subvention, c'est quoi? Quel est le profit que les citoyens ont dans les domaines qui sont subventionnés par l'État? Pourquoi dans certains domaines ça ne marche pas? Et qu'est-ce qu'il faut réellement pour tout changer? Ce sont entre autres des questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Bien entendu, si ce n'est que maintenant que vous nous rejoignez, sachez que vous n'avez rien raté en ce qui concerne le débat du jour. CQFD. C'est juste après cette transition. De retour dans ce studio, sur ce plateau, merci de préférer Dioma TV. Alors, sans transition, je vais commencer par vous, Monsieur Bari, pour l'entrée en matière. Dites-nous, on parle de subvention. Quand on parle de subvention, ça veut dire quoi? Et la subvention se justifie par quoi? C'est quoi la subvention et par quoi est-ce qu'elle se justifie? Très bien. Moi, je vous remercie de m'avoir invité pour la deuxième fois pour continuer ce débat purement économique. Pour revenir à votre question, la subvention est une aide financière que l'État ou une collectivité publique accorde à une entreprise ou à une autre collectivité publique ou à un autre établissement afin de servir un service public de qualité. Okay. Ce service public de qualité a un coût. Et pour faire face à ce coût, parce que n'oubliez pas, nous sommes dans une économie de marché, qui dit coût, qui dit bien sûr prix. Donc pour que le prix soit compétitif et que ce prix soit à la portée de nos concitoyens, l'État peut consentir à un certain nombre de subventions. Rapidement, nous avons 3 types de subventions. Lesquelles? Nous avons la subvention à l'investissement, nous avons la subvention d'exploitation et nous avons la subvention d'équilibre. Pour aller vite, la subvention d'investissement est l'aide financière apportée par l'État pour l'acquisition d'un bien immobilier, donc un bien de production. La subvention d'exploitation est une aide financière que l'État apporte à une entreprise pour l'aider à arrondir ses fins du mois, pour faire simple, ou bien pour compenser son déficit ou ses pertes fiscales et comptables. Donc voici rapidement ce qu'on appelle une subvention, les types de subventions. Et après, si vous le voulez bien, nous pourrons rentrer dans les types de subventions que l'État accorde dans les différents secteurs de l'économie nationale. D'accord. Et par quoi est-ce qu'elle se justifie aujourd'hui?
Est-ce que c'est dans tous les pays qu'il y a des subventions ou bien c'est propre à la Guinée et pourquoi ce serait à la Guinée? Pourquoi la Guinée subventionnerait bien entendu des secteurs de la vie? La subvention est une théorie économique qui est très vieille. C'est une théorie économique qui date de très très loin. Mais à partir des années 1960, pour ne pas aller dans la préhistoire économique, je voudrais juste commencer par les années 80-85 jusqu'aux années 90. Les subventions existent en Europe, elles existent en France, elles existent bien en Amérique et bien sûr elles existent en Afrique. Donc comme je disais, les subventions ce sont des aides financières que l'État accorde à des entreprises ou à des établissements publics pour leur permettre de faire face à un prix ou un coût sur le marché. Donc elles servent à quoi? Elles servent à amortir le prix des biens marchands produits dans le cadre de l'économie nationale, mais elles servent également à l'État et aux plus faibles des fois à faire face aux besoins de l'économie. Mais les subventions peuvent également avoir pour objectif de favoriser l'émergence ou le développement d'une activité bien précise. Ça me permet de dire rapidement que les subventions en général sont orientées vers le domaine agricole, le domaine de l'élevage, le domaine de la pêche, le domaine de l'aquaculture et pour le cas de notre pays, je pense que c'est l'objet de ce débat, c'est le domaine de l'énergie. Donc il y a une forte subvention du domaine de l'énergie en République de Guinée et enfin on a une petite subvention qui est accordée aux médias qui tourne autour de 3 milliards 500 millions de francs guinéens au secteur des médias. Donc les subventions, ce sont des outils, des instruments de finances publiques qui permettent à l'État d'intervenir dans le cadre de l'activité économique. Alors, M. Malik, je me tourne vers vous. Vous l'avez entendu. Est-ce que vous partagez son avis? Je rappelle les règles du jeu. Vous pourrez toujours réagir sur des sujets que vous ne considérez pas ou des réponses que vous ne considérez pas claires avant de répondre aux questions que je pose par rapport à ce que l'intervenant, votre interlocuteur a dit, au co-débatteur, je veux dire. Alors, dites, qu'est-ce que vous pensez de la subvention et par quoi aujourd'hui elle se justifierait? Je marquerai un accord général sur ce qu'il en dit, le cadre théorique qui marque sur la question de la subvention et les différentes spécifications qu'il a données, notamment les différents types. Seulement, je voudrais que, comme nous intervenons dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques de manière générale et de l'efficacité de la subvention en tant que modalité de cette politique économique, de se placer à une échelle macroéconomique, donc de regrouper la question de la subvention, de l'exploitation et de fonctionnement, d'équilibre, sous le même type, sous le même vocable qui est ce qu'on appelle des subventions de production. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je voudrais remettre en cause un peu la définition qui porte la notion de la subvention, parce qu'il parle d'aide financière. Je pense que la subvention n'est pas simplement cantonnée dans un rôle social, dans un rôle moral. La subvention a sa rationalité économique. Parce qu'elle présuppose une chose, subvention en économie, elle présuppose une chose, c'est que l'économie, il y a eu des défaillances de marché. C'est-à-dire que la vérité des prix n'est pas adaptable quelque part à la question, quelque part, disons, des revenus des populations. Donc il y a un écart, une différence entre ce que les économistes appellent le prix effectif et le prix optimal socialement acceptable. Donc de ce point de vue, les dirigeants publics peuvent intervenir dans l'économie pour pouvoir corriger cet ensemble de choses. Donc, la subvention peut se justifier, premièrement, par le fait que c'était d'abord un transfert. Un transfert d'un secteur social, par exemple, sinistré, et par un autre secteur social par un autre secteur économique beaucoup plus florissant, pourrait se justifier par des mesures aussi de sauvegarde, dans un contexte où les restructurations industrielles, c'est une dynamique de la mondialisation, donc du libéralisme économique. Il se trouve qu'il y a des secteurs qui sont court-circuités, non parce que tout simplement il n'y a pas de compétitivité. L'État, pour amortir les chocs sociaux, pourrait par exemple décider de subventionner ces secteurs. Et on peut justifier aussi la subvention par le fait que depuis List, on sait que la politique industrielle justifie les industries de naissance à travers des politiques protectionnistes qui permettaient par exemple de protéger certains secteurs de la concurrence. Donc la subvention peut jouer aussi en plein temps. Donc cet ensemble de choses permet quand même de situer la notion de subvention, non pas comme étant une notion purement sociale, mais comme une notion ayant ce qu'on appelle sa rationalité économique. D'accord. Alors, réaction rapidement, avant de répondre à cette question, les types de subventions, est-ce qu'elles existent toutes en République de Guinée? Vous les avez énumérées tantôt. Oui. Avant de répondre, je pense qu'on a une conception de la subvention qui est très
très macroéconomique, moi je l'avoue, je le concède, c'est une très très bonne chose. Mais à écouter mon co-débatteur, mon cher ami, je pense qu'il faut faire attention avec la subvention. Trop de subventions tuent la subvention, trop de subventions peut même tuer l'État et rendre les citoyens ou les entreprises relativement paresseuses. Donc il faut faire attention avec le terme, l'intensité et la fréquence des subventions. Dans le micro, s'il vous plaît. Nous pensons que la subvention, comme je l'ai dit dès le début, la subvention est un outil de gestion des finances publiques. Tous les pays du monde font de la subvention. Mais la vraie question est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut subventionner et jusqu'à hauteur de combien? En République de Guinée, il existe des subventions et dont l'une des plus importantes est la subvention accordée au secteur de l'énergie. En tout cas, selon les données de la Banque mondiale, notre pays accorde près de 2% de son PIB, donc soit l'équivalent de 350 à 400 millions de dollars au secteur de l'énergie. Donc en termes plus simples, c'est l'équivalent de 1 million de dollars par jour que l'État de Guinée accorde au secteur de l'énergie. Maintenant, une fois que la subvention est accordée à cette collectivité ou à cette entreprise, il serait important, parce que c'est de l'argent public qui est donné. Et quand vous recevez de l'argent public, eh bien, en contrepartie, vous devrez être soumis à un certain nombre d'exigences. Donc voilà, donc on peut rentrer dans le cadre de ces exigences, mais nous pensons qu'aujourd'hui, la subvention la plus importante, c'est celle accordée au secteur de l'énergie. Nous avons une subvention accordée à la presse, je vais en parler tout de suite. Nous avons une subvention très importante en ce moment accordée au secteur de l'agriculture dans le cadre de l'achat des engrais et des équipements pour favoriser le développement du système agricole dans notre pays. Mais maintenant, je pense que les économistes, on peut en parler, c'est que comment on fait cette subvention? Qui décide de subventionner en République de Guinée? Voilà. Qui décide de subventionner en République de Guinée? C'est la police. C'est une question qui se retrouve totalement sans réponse. C'est la police, c'est l'État. C'est l'État qui décide parce que l'État, c'est à travers son instrument qu'on appelle le budget que les subventions sont déterminées. Mais je voudrais lui dire que les subventions à l'économie ne sont pas des saupoudrages à l'économie. Ce ne sont pas des saupoudrages, ce ne sont pas des dépenses qu'on va dire inefficaces. Cette vision des choses n'est posée que quand ceux qui réfléchissent le cadre budgétaire comme étant un cadre de contrainte. Ils sont encadrés dans une vision du monde qui définit le budget comme étant un ensemble d'orthodoxies, comme ce que nous avons adopté ces derniers temps, les constitutions budgétaires que nous avons adoptées ces derniers temps et qui font figure de loi. Donc ceux qui sortent de cette constitution budgétaire sont considérés comme étant des parias ou bien ceux qui réfléchissent l'économie à l'intérieur de ce qu'on peut appeler le laxisme de manière générale. Or, c'est daté. C'est daté, il faut faire un peu plus d'histoire pour replacer dans leur véritable dynamique la question budgétaire, la question des dépenses publiques, comment elles se réalisent et comment les priorités sont fixées en fonction de la conjoncture. Avant, les priorités de la politique économique étaient tout simplement des objectifs, il y avait des objectifs clairs, c'est-à-dire le plein emploi, la croissance. Donc, il y a le souci des finalités. Le souci des finalités était au cœur de la décision publique. Depuis un certain nombre d'années, avec la crise fiscale qui sont généralisées de par le monde et l'insoutenabilité de la dette souveraine vis-à-vis des banques privées, donc qui a provoqué ce qu'on appelle ici des situations pratiquement de cessation de paiement, donc des stop and go, des risques systémiques, les politiques économiques ont été remaniées. La fonction budgétaire est devenue une fonction de stabilisation. Donc on ne recherchait plus ce qu'on appelle ici réduire les déficits budgétaires, privatiser davantage. Donc remettre en cause toute politique dont la finalité serait quelque part, disons, d'assurer ce qu'on appelle l'optimum social au sein de la société. C'est ainsi que l'école même a paru improductive. Les dépenses de l'école ont paru improductives au même titre que ce qu'il a dit aujourd'hui de la subvention. Donc de ce point de vue, les choix sociaux qui sont les choix politiques majeurs, qui assurent la cohésion au sein de la société, ont été présentés comme étant des coûts. Donc ne soyons pas étonnés avec cette vision du monde que la subvention soit considérée comme étant un coût pour la société, donc totalement inefficace. Est-ce que vous pensez justement pour votre part que la subvention, les choix sociaux constituent ici des coûts? Non, je soutiens intégralement la position inverse, c'est ce que je dis, Yacine. C'est-à-dire que je voudrais bien qu'on aille sur la seconde partie de son argumentaire, qu'il nous dise exactement ce qu'il en pense, parce que il prend un exemple sérieux, c'est le cas de l'énergie. Je voudrais qu'on spécifie que
l'émission, le cadre de l'émission puisse porter son fruit, qu'on fasse l'analyse économique de la subvention qui est accordée à UDG et que chacun défende son point de vue là-dessus. Et puis voilà. Je pense que la prochaine étape serait ça. On va en venir, mais déjà, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que la subvention constitue aujourd'hui un coût et que les choix qui ont été faits ces dernières années constituent de véritables coûts, des poids pour l'économie du pays? La subvention, je l'ai dit dès le début, la subvention est un instrument de politique de finances publiques. On n'a pas le choix. Il y a des secteurs de l'activité économique que l'État devrait ou doit subventionner au vu des objectifs socio-économiques que l'État même s'est fixé. Parce que dans un État, nous avons des agents économiques qui sont très forts, certains sont moins forts, certains sont plus faibles et certains sont plus vulnérables. Donc nous n'avons pas tous le même pouvoir d'achat. Donc il est important, je comprends bien, on n'a pas tous le même pouvoir d'achat, on ne peut pas tous payer l'électricité au même tarif, on ne peut pas tous payer l'Internet au même tarif. Encore mieux. Que ceci étant dit, la faiblesse des pouvoirs d'achat ne devrait pas créer ce raccourci budgétaire qui constitue à ouvrir les vannes de l'État et à donner 400 millions de dollars à une entreprise chaque année. Je vous rappelle que 400 millions de dollars, c'est l'équivalent du coût d'un barrage hydroélectrique. Donc si nous rationalisons les choix budgétaires relatifs à la notion de subvention en Guinée, la Guinée pourrait profiter d'économies substantielles qui lui permettraient de faire face à d'autres dépenses socio-économiques du moment. Donc pour moi, et je vais m'arrêter là, la subvention c'est un excellent outil de politique de finances publiques, mais la bonne question pour moi, qui doit-on subventionner, à hauteur de combien et jusqu'à quand? Est-ce que l'État de Guinée va continuer à subventionner EDG? Oui, mis à part EDG, vous avez posé une question et je souhaiterais bien que vous ayez donné la réponse. On va aller là-dessus, mais quels sont les secteurs que l'État guinéen doit subventionner véritablement? Je pense qu'au fait, la subvention, c'est un instrument d'une politique de finances publiques. Aujourd'hui, la politique de la Guinée, c'est quoi? C'est l'économie, c'est le social, c'est le politique. L'économie, qu'est-ce que nous voulons faire? Le social, un des objectifs, c'est l'autosuffisance alimentaire. Donc, c'est clair que compte tenu de la complexité de nos géographies et de la difficulté des acteurs, du terrain, de la pluviométrie, l'État pourrait procéder à une politique de subvention du secteur agricole, du secteur de la pêche et du secteur de l'élevage, donc les trois secteurs primaires. Mais maintenant, aujourd'hui, comment cette subvention elle est accordée? Elle est accordée par qui? Est-ce qu'il existe Oui, vous savez, l'État, c'est, comme vous dites, la ville de Conakry, l'État, c'est très grand. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un comité qu'on pourrait mettre en place qui pourrait décider de comment on pourrait faire l'allocation des ressources budgétaires de l'État? Ce sont entre autres des questions auxquelles nous allons tenter de répondre juste après la pause. On va aller à la pause et on revient à partir de 18h. Merci à tous et restez sur place. De retour dans ce studio, sur ce plateau, merci de préférer Dioma TV, mais aussi la 93.1 Dioma FM, ainsi que sur toutes nos plateformes numériques. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission consacrée à l'économie aujourd'hui, à la subvention, à l'analyse économique de la subvention. Comme vous le savez, la Guinée est l'un des pays les plus pauvres au monde, avec un SMIC qui s'élève à 550 000 francs guinéens. Une somme pour le moins dérisoire et qui ne permet pas aux Guinéens de faire face à leurs obligations. C'est justement pour les soulager que l'État a décidé de subventionner un certain nombre de secteurs de la vie publique, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, mais aussi l'énergie. Sauf que cette subvention ne garantit pas un service public
adéquat. Juste c'est pour cela que nous mettons le curseur aujourd'hui sur cette notion de subvention. C'est quoi véritablement la subvention? Quels sont les bénéfices que les citoyens guinéens tirent de ces subventions? Pourquoi dans certains secteurs ça ne marche pas? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche? Ce sont entre autres des questions auxquelles mes invités sont en train de répondre. Encore une fois, si ce n'est que maintenant que vous nous rejoignez, sachez que vous n'avez quasiment rien raté en ce qui concerne le vrai débat du jour. Alors, M. Malik Touré, je vais me tourner vers vous. Vous l'avez écouté attaquer notamment le EDG. Quelle est la réaction que vous avez et surtout, qu'est-ce que vous pensez justement de toute cette situation de subvention dans ce secteur de la vie du pays? Ce qu'il présente comme étant un scandale est opportunément juste. Si on prend de manière quantitative, c'est quasiment 2% du PIB qui est transféré à une entreprise. Cela confinerait au soutien qu'on pourrait apporter à ce qu'on peut appeler les canards boiteux. C'est-à-dire la subvention devient une sorte de soutien à une activité dont le retour sur investissement n'est pas si avéré que ça. Et c'est ce que cela nous donne à croire quand on analyse la question de la subvention sur EDG. Mais ce serait simplement regarder la surface des choses, l'équipe des choses, et ne pas regarder véritablement la véritable surface des choses. En réalité, les 2% du PIB qui sont transférés à EDG représentent le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité que l'État paye en réalité pour n'avoir pas fait ce qu'on appelle ici la véritable réforme de libéralisation du secteur énergétique de manière générale. C'est pourquoi la dernière fois, quand je lui parlais, je disais qu'il mélangeait un peu les concepts, parce que dans le prix de la subvention EDG, il y a plusieurs choses. La première chose, il y a ce qu'on appelle ici le coût d'achat, quelque part, du mazout. D'accord ? Premier élément, le coût de la rémunération des sociétés qui vendent de l'électricité à EDG. Deuxième chose. Et troisième chose, il y a ce qu'on appelle le bouclier tarifaire, résoudre la question sur la tarification. Ces trois questions soulèvent en réalité le débat sur le design institutionnel. Le design institutionnel qui a présidé à la libéralisation du secteur de l'énergie en République de Guinée. Dans les autres pays, les industries du réseau de manière générale ont connu d'autres sorts parce que d'autres rationalités organisationnelles ont été mises en œuvre. Le secteur de l'énergie, de la télécommunication, mais aussi de l'eau, de l'électricité, tout ça, fait partie de ce qu'on appelle anciennement des industries du réseau, même actuellement, mais qu'on considère l'économie comme étant des monopoles naturels. Des monopoles naturels pour dire que le rendement, parce qu'il y a tout simplement une existence de ce qu'on appelle ici le rendement d'échelle. Le rendement d'échelle, c'est-à-dire que le secteur est marqué d'une certaine manière. Le coût d'entrée dans le secteur sont très hauts, les coûts fixes sont très hauts. Pour pouvoir installer une centrale nucléaire, ça nécessite beaucoup de millions de dollars, ce qui n'est pas donné à tout le monde. De le faire, ce n'est pas des investissements qui vont... Pour mettre en place un réseau de télécommunications, il faut des milliards. Pour mettre en place un réseau de distribution de l'eau, c'est des milliards. Donc c'est à l'acteur public tout simplement qu'appartiennent ces questions parce que tout simplement, ça porte sur des biens qui sont des biens de consommation courante et dont l'impact social est réel. Donc c'est pourquoi auparavant, jusqu'à dans les années 90, ce sont des secteurs qui étaient globalement sous le giron de l'État. Il a fallu la révolution technologique parce que l'histoire est intéressante pour comprendre les enjeux. Voilà. Il a fallu les années 90 pour que le secteur soit ouvert à la concurrence. Ouvert à la concurrence avec des ratés que nous avons connus tous en Californie, quand pour la première fois dans la première puissance économique du monde, on a assisté à des délestages de courant. Ça montre une seule chose, on peut avoir des capacités installées. Ça montre une chose, la leçon qu'on peut en tirer, c'est-à-dire qu'on peut avoir des capacités installées. On peut avoir toutes les infrastructures, même des modèles de gestion les plus forts, parce que ce n'est pas de la première puissance économique du monde, et à l'arrivée, avoir des résultats qui sont des résultats médiocres, c'est-à-dire les délestages. Ça prouve une chose, c'est que quand le design institutionnel de la libéralisation n'est pas pensé et posé dans le cadre d'un débat démocratique et abandonné simplement aux simples technocrates, où nous avons ce qu'on appelle des ratés de ce genre. Pour répondre directement à sa question, la libéralisation aurait dû porter sur ce que le privé sait faire dans cela. Mais on a installé le privé là où les infrastructures publiques qui ont été consenties sur bien, parce que là, il a totalement, ça sort de son analyse, tout simplement. Parce que tout simplement, ça concerne le secteur privé, il n'attaque pas, c'est le mantra.
C'est le mantra de notre cher ami. Le design de la libéralisation devait normalement porter le secteur privé là où le secteur privé pouvait être efficace. C'est-à-dire au niveau de la force de vente. Au niveau de le secteur privé sait vendre. Le secteur privé sait faire de l'argent. D'accord? Mais on a installé EDG comme force de vente du processus institutionnel au niveau de la force de vente. Sur lequel, justement, sur les 10 dernières années, EDG a montré des faiblesses notoires. Même en dépit des réformes importantes qui ont été faites dans le secteur avec, nous l'avons suivi pendant 2 années, Veolia était avec EDG pour leur apprendre à vendre. Pour leur apprendre à vendre les compteurs de débat qui entouraient les compteurs prépayés. Le manque de soutenabilité interne, le manque de soutenabilité politique de EDG a assumé cette décision pour pouvoir faire de cette entreprise un fleuron. On tous buté sur une chose, la protestation populaire. C'est ça les rappels factuels. On a installé sur une niche, c'est-à-dire au niveau de la vente de l'électricité, sur des équipements qui ont été financés par l'État, des entreprises privées qui exploitent cette infrastructure et qui le revendent à l'État. Et dans ça, il y a un prix de la subvention qui est payé en contrepartie. D'accord? L'autre élément important de design... Non, mais laisse-moi terminer. Allez-y. L'autre design, parce qu'il faut qu'on dénoue la question de la subvention. Allez-y. Ou bien si vous voulez me donner la parole. Allez-y. Non, l'autre question qui donne la question, c'est tout simplement les PPP qui ont été construits, c'est-à-dire, là je vois, PPP qui ont été construits sur la viabilité commerciale de EDG. C'est ça le scandale. Les PPP, c'est quoi? Les PPP, les partenariats publics-privés, qui ont été construits dans le cadre de la construction des barrages Kaleta, dans le cadre de la construction des barrages Swapiti, dont la soutenabilité, dont le coût d'amortissement repose sur la force de vente de EDG. Aujourd'hui, nous avons l'électricité qui est produite. Mais cette électricité, pour arriver au ménage, subit ce qu'on appelle ici des déperditions énormes. Parce qu'il y a un sous-investissement dans le réseau. D'autres modèles institutionnels ont plaché sur ces niches, sur des niches d'exploitation, ces niches, ce qu'on appelle ici des chaînes de valeur de production, des acteurs clés qui sont en mesure d'assumer ce type de risque. Il y a un sous-investissement dans le réseau, parce que tout simplement, EDG, acteur du secteur, n'arrive pas, quelque part, disons, à investir davantage dans le réseau, ou bien l'État, de manière générale. Donc cela produit des conséquences. Même l'usage c'est-à-dire des études ont été faites par Eudoxia sur la question, où ils ont montré réellement que même les ampoules que nous utilisons sont très consommatrices d'électricité. Et l'autre question qui est en suspens, c'est le prix de l'énergie, de manière générale. Nous vendons notre électricité moins cher. Moins cher, c'est une décision étatique. Nous vendons notre électricité moins cher, c'est-à-dire le coût de l'électricité en Guinée est moins cher qu'au Libéria. D'accord? Et donc, cela provoque ce qu'on appelle ici une augmentation de la subvention. Donc, voilà le schéma global dans lequel la question de la subvention doit être posée. Et s'il y a responsabilité, qu'on essaie de dénouer. Et non pas fustiger une entreprise qui a été faussée, dont le positionnement a été faussé dans le cadre du design, quelque part de la libéralisation du secteur, et qui subit aujourd'hui les conséquences de ce que l'État ne peut pas faire, parce que tout le monde reconnaît une chose, c'est que l'État ne sait pas vendre. Ce n'est pas le métier de l'État. Alors, le schéma de la subvention dans le secteur de l'énergie posé par M. Malick Touré, est-ce qu'il vous semble être le bon schéma et qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Écoutez, M. Touré présente rapidement les grandes lignes du schéma institutionnel qui organise un peu les politiques publiques en matière d'hydroélectricité, en matière d'hydrocarbures et de l'hydroélectricité. Mais je pense que pour aller au fond du débat, il serait important d'introduire la notion de mix énergétique. Dans le micro, c'est pas. Il serait important, je reviens vers le micro, il serait important d'introduire la notion de mix énergétique de notre pays. Le mix énergétique, c'est quoi? Le mix énergétique, c'est la base de la politique en matière d'énergie dans un pays. Donc, un pays a besoin d'énergie pour se développer. Et vous avez 2 types d'énergie. C'est les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables. Quand vous prenez les énergies non renouvelables, c'est des énergies qui viennent et qui ne reviendront plus. On parle de pétrole, on parle de mazout, on parle de nucléaire, on parle du charbon. Si on regarde ce mix, la Guinée a des centrales thermiques. Nous n'avons pas de centrale au charbon, nous n'avons pas de centrale nucléaire.
Donc, si même nous pas prenons d'éoliennes. oui, les énergies éoliennes rentrent dans le cadre des énergies renouvelables. Donc, la première énergie renouvelable, c'est l'énergie solaire. Nous n'avons pas de centrale solaire en République de Guinée. La deuxième, c'est l'énergie éolienne. Nous n'en avons pas en République de Guinée. En troisième position, nous avons la biomasse. Voilà. D'accord. Nous sommes, les foyers en Guinée sont très consommateurs de bois de chauffe, donc qui constitue un véritable fléau de destruction de l'environnement. Donc voici rapidement le mix énergétique de notre pays. Et quand on regarde la proportion des centrales thermiques par rapport à la production des barrages hydroélectriques, grâce à ces 3 barrages qu'on a mis en place et les anciens petits barrages qui étaient sur place, la Guinée est autour de 80% d'énergie renouvelable. Donc ce qui est une très très bonne chose. Mais cependant, 15 à 20% de l'énergie que nous produisions est produite sur la base de centrales thermiques, notamment celle de Tombo, celle de la Tannerie récemment et celle de Kipé. Donc, pour revenir maintenant au design institutionnel, au fait, on a confié à EDG, au ministère de l'Énergie, un ensemble de choses des fois qui se percutent. Après, on a une absence claire de lisibilité entre qui gère l'énergie et qui gère la politique. EDG, son travail, c'est gérer l'énergie qu'il a reçue ou qu'il a produite. Maintenant, notre pays a une capacité de 6000 MW. Ça veut dire que la Guinée fait partie de... La Guinée est un réservoir énergétique en Afrique et dans le monde. Mais malheureusement, sur les 6000 MW qui sont potentiellement exploitables en Guinée, on n'a pas 20% d'exploités. Donc la capacité d'exploitation de notre pays est encore extrêmement faible, compte tenu de la faiblesse de ce mix énergétique. Donc pour revenir à EDG, je pense qu'on est en train de demander à EDG de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'en même temps, EDG s'occupe de la production des centrales électriques thermiques, Tombo et celle de Kipé, mais également on a les barrages de Garafiri, de Kaleta, de Swapiti et bientôt Amaria qui produisent de l'énergie à travers des partenariats PPP qui vendent de l'énergie à EDG. Mais malheureusement, cette énergie que EDG reçoit, elle n'arrive pas à la commercialiser. Donc le taux de déperdition dont il parlait reste très élevé, mais malheureusement, nous n'avons pas de statistiques publiques, nous ne pouvons pas en parler. Et le plus difficile, la force de vente de EDG est extrêmement faible. Je vais vous donner un exemple et je vais m'arrêter là. Si vous prenez la commune de Ratoma, qui est l'une des communes les plus dynamiques dans notre capitale, qui regroupe une bonne partie de l'activité économique de notre pays, qui fait plus, à mon avis, plus d'1 million d'habitants, vous n'avez pas 3 ou 4 agences qui gèrent toute cette commune. Donc, après la commune, on peut en parler dans les mêmes proportions que celle de la commune de Matoto, qui constitue un poumon économique pour notre pays. Donc, nous pensons que DG, rapidement, devrait procéder à l'extension de son réseau local pour permettre aux clients d'aller rapidement et vite à une agence, s'abonner, payer ses factures, faire des réclamations. Le taux de pénétration en matière de consommation d'électricité en Guinée, selon la Banque mondiale, est de 34%. Ça veut dire qu'un tiers des Guinéens ont accès à l'électricité. Qu'est-ce qui fait que ce taux est faible? Voilà, ce sont les véritables questions auxquelles nous devrons nous interroger. Et comme second élément, je reviens toujours à cette subvention importante de 400 millions de dollars que l'État accorde couteau sous la gorge à EDG. Mais qui dit subvention, dit contrainte. Quand l'État vous donne une subvention, l'État s'attend à un certain nombre de prestations et de contraintes. Aujourd'hui, EDG n'est pas capable de nous produire des états financiers que nous pouvons regarder. Ah bon? Moi, j'aimerais bien voir quels sont les derniers états financiers que EDG aurait produits pour nous permettre de confirmer qu'effectivement... On a-tu posé les questions à ceux qui vont charger de le faire? Parce que ce que vous dites quand même, c'est gravissime. Non, c'est pas gravissime. On est dans l'activité normale. Une entreprise de la taille de EDG produit des états financiers. Qui plus est, elle reçoit 400 millions de dollars l'année. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'ils n'en produisent pas? Mais moi, je n'ai pas vu les états financiers de EDG. Je suis allé sur le site, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si vous travaillez à EDG ou pas. Moi, je pense que ces états financiers devraient être disponibles pour que le citoyen que nous sommes, que nous ouvrions le compte de résultat de EDG, que nous sachions, voici ce que coûte l'énergie en République de Guinée. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas capable de vous dire, voici les états financiers de cette année, de l'année dernière de EDG. Et on peut en continuer, on a des tonnes et des tonnes, mais je pense qu'aujourd'hui, qu'on devrait rapidement
renforcer les capacités de EDG pour améliorer ce taux de pénétration énergétique dans notre pays et par conséquent baisser le taux de la subvention qui, à mon avis, dépasse tout entendement. Comment expliquer un faible taux de pénétration énergétique mais une forte subvention, M. Malik? Comment expliquer? Moi, je vous l'ai dit, je me permets je trouve que c'est très intéressant. La subvention, c'est un raccourci budgétaire. Pour aller plus vite, on prend de l'argent, on ouvre les vannes. C'est ce qui a été fait pendant très très longtemps dans notre pays. On a ouvert les vannes, on a donné l'argent à EDG, mais en contrepartie, EDG n'a pas présenté les délivrables qu'il fallait. Allez-y. Non, mais on ne peut que réagir parce que ce qu'on a entendu, c'est un véritable oxymore. Il défend d'un côté EDG de manière générale, en disant qu'on lui a demandé de faire ce qu'elle ne peut pas faire. Donc on valide en partie mes argumentaires. Je dis que dans le design institutionnel, EDG, normalement la partie concernant la force de vente devait être confiée au privé et que le design, c'est le design qui est faussé. Donc ce qui est payé à EDG n'est qu'un coût d'opportunité. Un coût d'opportunité parce que tout simplement, c'est le coût que nous payons en n'ayant pas fait des réformes judicieuses dans le secteur. Maintenant, la bonne question, je suis d'accord avec tout ce qu'il a avancé, la bonne question, c'est de dire finalement, vers quel design devant-on partir pour pouvoir régler le problème. Mais sauf que c'est le trou noir de sa réflexion. Il propose des collectifs du genre restructuration de EDG pour baisser la facture énergétique. Mais je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il met derrière sa restructuration. Je suis très curieux de savoir. D'accord. Quel est le curseur, quelle est la portée de la chose pour pouvoir influer effectivement sur ce qu'on appelle la subvention. Est-ce qu'en reformant la force de vente, certainement on a des espérances qu'on puisse récupérer des recettes supplémentaires. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, dans quelle amplitude et sur quel moment? Il y a des rendez-vous importants auxquels nous devrons répondre. C'est quand, par exemple, nous allons commencer à payer les dettes liées au PPP que nous sommes encore dans la période moratoire. C'est des échéances importantes qui vont arriver et qui vont être véritablement des déclencheurs de crise, de crise fiscale, de crise de finances publiques dans notre pays. Il faudrait y penser, il faudrait nous préparer cela. Comme c'est la subvention qui est en cause, réfléchissons en tant qu'économistes sur comment on amortit le poids de la subvention sur le budget de l'État. D'accord. Il y a d'autres alternatives qu'on pourrait développer, notamment. En fait, je finis, s'il te plaît. Moi, je pense que... Non, je finis. Je finis. Tu peux rebondir, mais laisse-moi terminer. Je termine par ça. Les alternatives, ce n'est pas simplement dans ce qu'on appelle ici, dans les grands mots, restructuration. Les alternatives se situent au niveau des instruments. Quel est le problème qui est posé? À partir du moment qu'il est posé que la subvention agrège à la fois un tarif social, donc un bouclier tarifaire, pour amortir les crises. C'est pourquoi la Guinée est l'un des pays aujourd'hui où le ressenti sur l'inflation est beaucoup plus faible que les autres pays de la sous-région. C'est-à-dire l'une des raisons qui justifie cela, c'est le bouclier tarifaire. Parce que tout simplement, le poste, en termes de revenus de l'électricité, dans le budget des ménages, si c'était abandonné à la vérité de prix, comme le préconise notre cher ami, avec sa politique de restructuration, ce qu'on aurait, c'est qu'on aurait de l'inflation en retour. Et l'inflation, il n'y a rien de plus distorsif que l'inflation. Ça force la réalité économique dans un pays, en fait, même de tous les prix. D'accord. Alors, et qui nous disent clairement, moi je proposerai un design, je terminerai par ça, c'est-à-dire les conséquences des choix qu'ils veulent faire adouber sont que nous allons relancer l'inflation. Ils supposent tout simplement que la subvention c'est un saupoudrage, parce qu'on y intègre le bouclier tarifaire, qui nous dit ce qu'ils proposent à la place. Moi je dis que si cette subvention est bloquée, c'est que c'est un élément, c'est un appel d'air pour l'inflation, parce que tout simplement, on aura dans notre pays de l'inflation importée, parce que c'est l'inflation par les coûts. Ça vient par quoi? Par le coût de l'énergie. Dès que les coûts de l'énergie vont augmenter sur le plan international, ça veut dire qu'il y a une modification substantielle du coût de l'électricité sur le plan local, parce qu'une partie de notre mix énergétique, pendant les périodes d'étiage, quand il n'y a plus de pluie, quand il n'y a plus d'eau dans les barrages, toute notre politique énergétique est basée, toute notre politique de distribution est basée sur ce qu'on appelle sur le thermique. Et le thermique se nourrit du mazout. Et le mazout, c'est le pétrole. Donc ce yo-yo conjoncturel, elle devait être amortie par l'État. La subvention a une de ses justifications. Qui me dit quel est l'instrument alternatif. Moi, je propose une chose. C'est que si on ne veut pas de la subvention, alors il faut cibler.
Il faut cibler dans ce qui coûte cher dans la subvention. C'est le prix du mazout. Alors je propose parce que aussi une des vocations de cette émission, c'est de proposer. Allez-y. Je propose alors qu'au lieu de mettre une subvention sur la question, qu'on élimine tout droit de douane sur l'importation du mazout qui va servir à alimenter EDG. D'accord. Sur cette question, on va diminuer substantiellement, on va transférer le risque, parce que le risque d'importation repose sur le privé, et ce risque d'importation, on enlève dessus les charges. La réduction des droits. Les charges. Les charges. Non, mais attendez. Là, non, je finis, s'il te plaît. Il lui reste une minute. Non, je finis. Les charges qui reposent sur l'achat du mazout au plan local, on émet de la taxation dessus. Ça permet à ce que ça neutralise l'autre instrument qui était une subvention directe à UDG. C'est ma proposition. Qu'ils nous en proposent autre chose. Qu'on sorte des généralités, qu'ils nous en proposent autre chose. Alors, vous réagissez à ce qu'il a dit et vous proposez le modèle que vous souhaitez alternatif du côté de EDG. Bien entendu, alternatif, oui. Réduire les droits de douane sur l'importation des produits pétroliers qui rentrent dans le cadre de la préparation des centrales thermiques est un autre type de subvention. Voilà. Parce que, en fait, c'est des raccourcis budgétaires. Pour faire simple, on ouvre les vannes ou bien on enlève les droits de douane, mais on ne s'occupe pas de la racine du problème. Et c'est quoi la racine? En Guinée, on est 13 millions d'habitants qui vivent en Guinée. Pour faire vite, 13 millions. Ne reviens pas encore sur le design institutionnel. On a déjà débattu là-dessus. Sur les 13 millions. Ne reviens pas par des portes détournées sur le design institutionnel. On est d'accord que la réforme sur la libéralisation a été un échec. Nous sommes d'accord là-dessus. Et déjà besoin de restructuration. Ce n'est pas le débat. La question est de savoir, c'est la question que vous avez posée, le coût de la subvention sur le budget. On isole tous les autres sujets, on s'occupe de ça. Parce qu'en économie, justement, c'est le principe de Tim Bergen, voudrait qu'on utilise à chaque problème donné un instrument particulier. Sur l'instrument de la subvention, qu'est-ce qu'on met à sa place? Rationalité économique contre rationalité économique. Vous allez permettre qu'il réagisse et qu'il occupe son temps d'antenne. Vous savez, on parle des politiques publiques, c'est des sujets très très sérieux. C'est des sujets très sérieux parce que EDG est assis sur le potentiel de la croissance dans notre pays. Donc si nous ne restructurons pas EDG, l'énergie coûte plus cher ou moins cher ou elle n'est pas payée et les subventions augmentent. 400 millions de dollars. C'est un cas d'école. 400 millions de dollars payés comme ça à une entreprise chaque année, si nous devons mettre en place un programme de réduction de cette subvention. En faisant quoi? Parce que je vais juste vous dire, un kilomètre de route tourne autour d'1 million 200 000 dollars. Donc si nous réduisons de 20 millions, de 30 millions, de 40 millions, ça nous fait des routes supplémentaires, ça nous fait de l'éducation supplémentaire, ça nous fait de la santé, ça améliore la qualité de nos prisons, etc. etc. Pour que cette subvention baisse, mais il faudrait que EDG fasse le sale boulot. Le sale boulot, c'est quoi? Il faut que EDG élargisse son réseau. Numéro 1, il faut que EDG nous produise le programme de tarification. Qu'on sache, les industriels payent tel tarif, les ménages payent tel tarif, les entreprises payent tel tarif, les banques payent tel tarif. Pour qu'on regarde cette notion de justice énergétique. Parce que je n'ai pas envie de payer plus cher que mon voisin qui est derrière, qui consomme plus de courant. Donc on a une opacité totale sur la tarification de l'électricité dans notre pays. Moi, je serais bien intéressé, je serais bien curieux de savoir combien coûte le tarif d'un kilowattheure vers les industriels, vers les banques, vers les boîtes de nuit, vers les plus grands consommateurs. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il existe encore des poches qu'il faut aller chercher là-bas. Parce que si on ne va pas les chercher, à la fin du mois, on a des difficultés de trésorerie, on court au ministère du Budget et des Finances, on demande de l'argent, on ouvre les vannes, on vous donne l'argent et on oublie les efforts de restructuration. Nous pensons que le gouvernement devrait exiger de EDG la production rapide de ses états financiers. Le gouvernement devrait également exiger à EDG un programme de suivi de l'évolution du taux de pénétration à la consommation de l'énergie. Chaque mois, on devrait voir ces 34% aller de 34 à 35, à 36, jusqu'à 60. La Mauritanie a plus de 60%. Le Ghana a plus de 75%. Notre pays a 34%. Tandis que nous sommes le pays qui est le scandale géologique. Et on a la chance, je vais m'arrêter là, pour ne pas créer la polémique. Il a parlé de yo-yo. Tantôt, il y a l'énergie hydroélectrique, tantôt, c'est des centrales.
Non, lié au conjoncturel, oui, lié au coût du mazout. c'est de la conjoncture économique. Voilà. L'ancien gouvernement nous avait fait venir avec beaucoup de tact un bateau flottant ici qu'on avait branché pour permettre de faire face à cette période de l'étiage où les barrages ne fonctionnaient pas correctement. Ça a permis en termes d'appoint, d'aider à augmenter la capacité de production locale, ce qui est une très bonne chose. Mais malheureusement, personne n'a jamais vu ce contrat. On ne sait pas combien ce contrat a été fait. Pour revenir maintenant à la capacité je le répète bien, ce contrat a été signé dans des conditions que personne n'a vues. Les tarifs ne sont pas publics, tandis qu'on publie les contrats miniers. Ce contrat n'a pas été publié. Mais bon, d'une manière ou d'une autre, ce bateau il est parti. La Guinée fait des économies, tant mieux. Pour revenir au mix énergétique, si nous gérons bien notre potentiel hydroélectrique, on peut avoir de l'énergie disponible 365 jours en République de Guinée. Parce que la chance que nous avons, le barrage de Konkouré, le complexe du Konkouré, Garafiri, Kaleta, Swapiti, Amaria, Non, mais il y a trop de temps, là, il permet- a débordé. Non, non, nous permet, il n'a pas si on le débordé. gère Voilà. bien, je répète bien, Il il n'a ne veut pas pas débordé. l'entendre, nous avons la chance naturelle, le fleuve Konkouré. Non, nous mais là, permet il a eu d'avoir 10 minutes, là. C'est Garafiri. aberrant. Non. Allez-y, Garafiri, allez-y. trop de temps Kaleta, pour lui. Swapiti, Amaria. C'est un scandale. Si ce complexe hydroélectrique est bien géré, nous avons la chance de justifier de la présence de 365 jours l'année d'une présence en électricité. Nous pourrions avoir des centrales thermiques qui pourraient On peut nous terminer aider. là-dessus. Il a pris la parole à 24. Maintenant, À 24. Là, il Maintenant, finit. Là. À si nous 25. rentrons dans le design institutionnel, Garafiri Voilà, appartient à 29. qui Ces 5 minutes vont arriver là. Allez-y, allez-y Garafiri rapidement. appartient à qui Mhm. Kaleta appartient à qui? Swapiti appartient à qui? Nous pensons qu'il faudrait créer une sorte de Sogipami au niveau du ministère de l'énergie, un fonds de l'énergie qui détiendrait les participations de l'État dans ces sociétés-là. Pour qu'à terme, que ces barrages reviennent à notre pays, pour qu'on puisse contrôler la production de l'énergie que nous transférerons à EDG à travers une politique tarifaire claire, transparente, et qui permettrait le recouvrement des créances et enfin baisser la subvention. Parce que n'oubliez pas, l'objectif, c'est de réduire dans les meilleurs délais La et subvention. fréquences possibles la subvention de 400 millions de dollars naturellement accordée à EDG. D'accord. Allez-y. Est-ce que vous avez constaté Non, des c'est- défaillances sur le modèle qu'il Non, mais propose? c'est un gloubi-glouba argumentatif qui nous a été proposé, qui fait retour sur des arguments traditionnels. Oui, mais c'est quand même des arguments qui les peuvent arguments- permettre à les- terme non, mais je peux d'arrêter la je peux subvention. terminer, je Vous peux savez, terminer. l'objectif, je ce peux n'est pas ter- de je- parler de je- la subvention. je peux- L'objectif, qu'est-ce qu'on C'est fait son pour temps. Je peux C'est terminer, son temps mais est-ce que je cette- peux terminer C'est son temps de parole. Non, mais je peux terminer, Allez-y, monsieur allez-y, Yacine. allez-y. Vous avez un parti pris Non, je pose juste des questions. qui est scandaleux. On peut pas dresser un a priori de dire que les collectifs qui proposent sont des collectifs qui mèneraient automatiquement à une baisse de la subvention. C'est ce qu'ils proposent à un coût. C'est le coût de la restructuration. Vous ne lui avez pas posé la question. Il veut de EDG une entreprise agile, flexible, en mesure de répondre à cette question fondamentale. Étant situé sur une niche de la politique énergétique, il faudrait que EDG remplisse ce contrat vis-à-vis de la collectivité. On est tous d'accord là-dessus. Remplisse ce contrat. Mais, sauf qu'il y a une restructuration à faire. Cette restructuration a une dynamique, pour la dynamique commerciale, a un soubassement qui va au-delà de la dynamique commerciale. Ça serait ce qu'on appelle ici une restructuration en profondeur, qui nous donne le design de cette restructuration. Nous sommes preneurs ou pas preneurs? Voilà la question. Voilà les trous noirs de sa réflexion. Mais je m'intéresserai à un autre sujet qu'il a soulevé, un mot qu'il a soulevé dans la discussion et qui me paraît un peu douteux quand il parle de justice énergétique. Le statut de ce concept est problématique dans notre Il pays. parle Oui, de justice. différence Non, prix de entre les ménages et justice, la- de les justice prises. énergétique. Je vois que Ce vous qu'il avez met, ce qu'il- bien ce- écouté. ce qu'il- ce Je qu'il- vois que non, vous ce étiez qu'il là. met à l'intérieur, ce qu'il met à l'intérieur D'accord. est très dangereux. Ok. Est très dangereux parce que on est dans une étape de la judiciarisation, qu'on appelle la judiciarisation des questions énergétiques. Ce qu'il ne comprend pas dans le prix de l'électricité, c'est un autre volet. Il parle de taux de pénétration. Taux de pénétration de 34%. Sur les 34%, je vais le décevoir, ce n'est pas les 34% qui payent de l'électricité. D'accord? Ces 34% sont raccordés au système de distribution de réseau électrique, mais ce n'est pas les 34%. Ceux qui payent de l'électricité véritablement, ce sont les entreprises, les grandes entreprises, et c'est eux-mêmes qui sont devenus la variable d'ajustement.
Parce que le reste sont sur le tarif social et le reste sont sur la déperdition. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité dans ce pays. Parce qu'il y a un véritable problème de solvabilité des ménages dans ce pays. Solvabilité, l'argent, le revenu. Que le tarif social en partie amortit. D'accord? Il y a un problème de solvabilité globale. Ce dont il parle, les niches qu'il faut aller chercher dans ce qu'on appelle dans la nouvelle clientèle, est-ce qu'il s'est interrogé de savoir, est-ce qu'ils ont le revenu nécessaire pour pouvoir réellement assumer les coûts de l'électrification, les coûts liés à l'électricité? Non, on va le permettre. Non, je pose des questions. Vous allez avoir votre temps de parole. Je pose des questions. Monsieur Barry, vous allez avoir Je pose des questions. Je questionne votre collectif. Je questionne votre collectif. Et je voudrais que ceux qui nous écoutent soient véritablement éclairés sur ce que vous dites. Vous le dites en un langage un peu clair. Vous avez cet air docte et professoral en le disant, mais sauf que cet argumentaire recèle de beaucoup de faiblesses. Mon rôle en tant que débatteur, c'est de le mettre devant le peuple, de dire clairement ce qu'il dit. Ce sont des mesures simplement libérales. Tout simplement. La justice environnementale, la justice énergétique suppose que demain, moi, je peux attaquer l'État. Suppose que moi, citoyen, demain, je peux attaquer. Il préconise que l'action, les clash actions, ce qu'on appelle aux États-Unis les clash, c'est-à-dire que l'action sociale en français, soit désormais qu'il y ait des associations de consommateurs qui attaquent l'État, qui attaquent EDG sur son manquement, sur le fait que les services publics dans ce domaine ne sont pas réglés. Ce qui l'encourage, c'est l'anarchie, ce qui l'encourage, c'est le populisme en cette matière. Sous le vocable de justice environnementale, voilà en réalité ce qui se cache. Je terminerai là en disant que le manque de transparence qu'il dénonce par ailleurs dans le cadre, quelque part, disons, du contrat avec les Turcs, quand il y a un vide stratégique, j'aimerais dire ceci, quand il y a un vide stratégique, le pire aller, là où généralement les gens vont, parce que c'est vendable politiquement, c'est les mesures de transparence. On met en doute, on jette l'opprobre sur les gens qui ont servi ce pays et qui continuent d'ailleurs à le servir et qui ont fait de bonnes choses, certainement qui n'ont pas eu des résultats escomptés, mais qui ont quand même fait de bonnes choses. S'il n'y a pas de continuité dans l'action publique, voilà le grand problème, voilà le grand scandale dans le pays. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tous ces points qu'il relève et qui seraient, selon lui, les limites des réformes que vous proposez? Est-ce que vous pensez justement que cette justice énergétique, pour vous, ne prend pas en compte, comment on appelle... Non, la justice énergétique est un scandale. En fait, vous savez, on est dans un pays, nous sommes dans une république. Tout ce que nous devons faire, nous devons nous assurer de la notion de justice sociale. Il y a la justice politique. Il y a la non, justice... c'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce serait dommage. Ce n'est pas la même chose. Ce serait dommage qu'une boîte de nuit paye moins de courant qu'un citoyen qui habite derrière cette boîte de nuit. Pourquoi? Parce que cette boîte de nuit... Est-ce que vous en avez la preuve? Je vais continuer. Non, est-ce que vous en avez la preuve? On va le laisser aller. Non, mais on va le laisser aller, vous allez rebondir. On ne fait pas passer pour le défenseur des consommateurs indélicats. Est-ce que vous en avez la preuve? Donnez-nous les chiffres. Donnez-nous les chiffres. Ce serait bien que EDG publie sa politique tarifaire. Que cette politique, que ce tableau soit disponible pour qu'on sache que si vous êtes un client haute tension, voici votre tarification. Si vous êtes un client basse tension, voici votre tarification. En fait, il s'agit de notre pays, c'est notre argent. Nous devrons savoir comment EDG gère les deniers publics qui lui ont été confiés. Aujourd'hui, moi, je serais curieux et très heureux d'obtenir ce tableau où nous avons la tarification de l'électricité en République de Guinée. Donc, cette tarification, on ne la voit pas. Numéro un. Deuxièmement, une subvention importante est versée à cette organisation. Ce serait bien que cette organisation nous produise des états financiers qui seraient rendus publics, parce que n'oubliez pas, les entreprises ont l'obligation de produire chaque année avant le 30 avril des états financiers conformément à la réglementation comptable en vigueur. Moi, je serais curieux et très heureux d'obtenir une copie de ces états financiers pour qu'en tant que citoyen, que je puisse aller dans la page où apparaît le montant de la subvention. Je serais curieux de voir en 12 mois combien de subventions ont été encaissées par l'entreprise qui s'appelle EDG. Et pour rentrer dans
la profondeur de la restructuration de EDG, je vais juste faire un petit rappel. Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, il existait ce qu'on appelle Enelgi, il avait la Sogel. Enelgi produisait de l'électricité qu'il revendait à Sogel, et puis Sogel facturait cette énergie à tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, ce design institutionnel, on ne le retrouve plus. Nous pensons que EDG devrait se concentrer sur la commercialisation de l'électricité. Découpler complètement les fonctions de EDG pour ne plus que EDG s'occupe de la production de l'énergie. Cette activité pourrait être confiée à une autre société, publique ou privée. Mais est-ce que c'est pas ce qu'il disait que EDG devrait se concentrer aujourd'hui, vend l'électricité que les autres ont produit. Mais aujourd'hui, une partie de cette énergie est produite, gérée, maintenue par EDG. Ce qui l'empêche de parce que n'oubliez pas, l'énergie, c'est des fonctions différentes. C'est de la production, c'est du transport, c'est de la distribution, c'est de la commercialisation. Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Donc si on veut optimiser le processus, le design institutionnel, nous pensons qu'il faudrait découpler la fonction de production et la fonction de commercialisation pour que EDG se concentre seulement, mais vraiment seulement, à la commercialisation de ce qu'il aurait reçu de la société de production de l'énergie. Comme ça, EDG pourrait se concentrer sur l'amélioration de la couverture du territoire. Nous avons des préfectures aujourd'hui en Guinée où EDG quasiment n'existe pas. Des sous-préfectures importantes où EDG n'existe pas. Donc nous pensons qu'il faut développer, je vais finir. Je pense que ce serait bien d'augmenter ce taux de pénétration de 34 jusqu'à 40, jusqu'à 50%, pourquoi pas. Et puis après, créer toute la transparence qu'il faut sur la tarification. Et bien enfin, produire des états financiers qui auront pour objectif de baisser le niveau de subvention. Alors, la question, vous allez relever les contradictions, mais dites-nous aussi, est-ce que EDG fournit des rapports financiers de la subvention et pourquoi les citoyens n'y ont pas accès forcément? Bon, cette question, je pense qu'il faudrait la poser au directeur général de EDG. Je ne suis pas là, je ne suis pas, pour défendre sa gestion, je ne suis pas là pour ça, je défends une rationalité économique. Je considère que la subvention, elle a un sens économique et je suis sur ces questionnements précis. Je pense par ailleurs que EDG dispose d'un conseil d'administration. Qui valide chaque année les comptes financiers de EDG. Il faut se poser les bonnes questions. Justement, donc il faudrait peut-être que vous invitiez les responsables de EDG qui se mettent devant Thierno Mamoudou. Ce serait un bon débat d'ailleurs, ce serait une bonne émission. Que le directeur général soit devant Thierno Mamoudou, qu'ils en parlent. Qu'ils parlent des choses énergétiques. Parce que j'en ai marre que tu me considères comme l'avocat de EDG. Non, je suis pas. Je poser une question. D'accord. Donc, moi, je réagirai sur les contradictions. Je réagirai en retour sur les différentes contradictions de son message. On a un accord général sur la question. Il a raison de dire que. Dans le micro, s'il vous plaît. Non, il a raison de dire qu'il y a des différences énormes en matière commerciale. Moi, je dis que le design institutionnel a été posé et a été faussé à ce niveau parce que EDG a été chargé d'une question dont l'acteur public n'est pas compétent, sur laquelle l'acteur public n'est pas compétent. La force de vente. C'est le privé qui sait vendre. Premier élément. Deuxième élément, il dit effectivement une chose. Il faut séparer la fonction de production de la fonction de vente. Il a raison. Normalement, la fonction de production devait appartenir normalement à EDG. Parce que EDG, tout l'investissement qui a été fait, ça a été fait au nom de l'État. C'est les dettes publiques qui ont été contactées pour consolider et construire tous ces barrages. Donc EDG doit être en amont du processus. En amont du processus et en aval du processus, avoir toute une crielle d'acteurs de commercialisation qui vont essayer de vendre et ouvrir la concurrence sur la vente. Ça permet rapidement d'aller à un optimum social. Parce que tout simplement, avec la concurrence a un effet bénéfique sur les prix. C'est ce que nous enseigne l'économie. Pourquoi mettre un acteur de monopole, un monopole naturel sur la vente, un acteur public, en revanche, qui a des objectifs sociaux par ailleurs, sur la vente, et mettre le privé sur les infrastructures sur lesquelles l'État a contracté des dettes. Des infrastructures historiques qui appartiennent à l'État, qui font partie normalement du patrimoine historique du EDG. C'est là où il y a le scandale. Le scandale est au niveau du design. Alors, ce que nous payons en termes de subventions est un coût d'opportunité. Parce que nous refaisons de faire de véritables réformes dont il a parlé, que nous payons ce qu'on appelle ici cette facture élevée à EDG. Donc,
on est dans un contresens politique énorme en termes de politique publique. J'ai un accord général avec lui, mais simplement, ce qu'il oublie de dire, ce qu'il ne met pas dans sa réforme de manière générale, c'est le coût de la restructuration. Le coût de la restructuration et par quoi il remplace la subvention. C'était ça le débat, c'est ça les enjeux du débat. Quand il met dans le coût de la restructuration ce qu'il vient de dire, je suis d'accord. Il faut un peu plus de transparence. Il faut qu'on sache, il faut qu'on suive pas à pas où va l'argent public. Il a raison. Mais sauf que ce sont des vœux pieux. Ce sont des vieux pieux. Ce qu'on veut, c'est que M. Thierno Mamadou assume une réforme politique. Assume une réforme politique et présente un design d'une réforme politique. Qu'est-ce qu'il faudrait? Comme ce que je viens de faire. Comme ce que je viens de dire. Moi, j'assume ce que je dis. Je voudrais demain qu'un contradicteur s'arrête devant moi et qu'il me dise que j'ai tort. Et on comparera le modèle institutionnel actuel avec ce qui se passe dans le monde. D'accord. Moi, j'assume cela. Je voudrais qu'il assume qu'il s'avance aussi là-dessus. C'est ça mon problème. Alors, vous allez avoir 1 minute pour conclure en même temps parce qu'on est vraiment pris par le temps. Rapidement, M. Malik, s'il y a quelque chose à rajouter. Il faudrait que Thierno Mamadou tienne compte d'une chose très simple. C'est que le succès d'une politique commerciale, de manière générale, d'une entreprise ou d'une entité, est fonction d'un élément important, c'est la fonction de la solvabilité. La fonction du revenu. D'accord? Quand on est dans une fonction commerciale, c'est la fonction revenu. C'est-à-dire le surplus social qu'on espère de la distribution de l'électricité n'est qu'une fonction discriminante, quelque part, de la rentabilité économique, de manière générale. Donc, on ne peut pas considérer la rentabilité économique comme l'optimum dans ce domaine. Il faudrait y consentir un effort public. Cet effort public, c'est une manière de permettre de soulager le panier de la ménagère. Il était soucieux de la question la dernière fois, quand on parlait de relance. Il disait que les embellis macroéconomie, parce que c'était le résultat de notre système, était un artifice comptable. Que ce qui était la véritable croissance, c'était quand ça se retrouvait dans le panier de la ménagère. Il avait même des voix, c'est-à-dire qu'une emphase, même en parlant de ça, ces voix de trémolo qui faisaient pleurer la plupart des gens qui étaient dans les chaumières. Mais aujourd'hui, nous sentons aujourd'hui que ce n'est qu'un libéral pur. Ce qu'il préconise en réalité, quand il parle de la fonction sociale, ce n'est pas une fonction économique, c'est une fonction philanthropique. Et je voudrais lui arracher à cela. Je voudrais lui arracher à ça pour comprendre que le social est un moyen, quelque part, disons, d'assurer la cohésion sociale d'une économie. D'accord. Et la cohésion sociale d'une économie dépend aussi de la macroéconomie. La macroéconomie a pour fonction première d'assurer et de garantir l'assurance collective d'activité dans un pays. D'accord. Je finis là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, M. Malik Touré. Une réforme que vous assumez clairement et surtout, vous allez conclure en même temps. Moi, je vous remercie de nous avoir invités pour débattre sur des questions économiques qui sont très, très importantes pour notre pays. Concernant le secteur énergétique, j'ai l'habitude de dire qu'un pays, pour se développer, pour faire de la croissance, il faut de l'énergie. Aujourd'hui, en Guinée, l'énergie, elle viendra d'où? Elle viendra de nos barrages hydroélectriques. Elle viendra, bien sûr et naturellement, de EDG. De notre mix énergétique. Donc, nous devrions rapidement renforcer, accélérer le processus de réforme de cette institution. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? La subvention va augmenter, il y aura des dérapages budgétaires, c'est de l'inflation et après, personne ne s'en sort. Nous pensons qu'on devrait rapidement mettre en place un dispositif pour contrôler, arrêter progressivement cette subvention importante qui va à EDG, pousser, encourager nos amis de EDG à produire des états financiers, augmenter le taux de pénétration, augmenter le nombre des agences, professionnaliser les agents pour que le coût de l'énergie soit un coût qui est juste. Donc cette notion de justice énergétique, je pense que c'est un concept qui mérite d'être un débat plus important pour que tout le monde paye le courant conformément à ses moyens et conformément également à son taux de consommation. Donc pour m'arrêter là, je pense que EDG est l'une des institutions les plus importantes de notre pays. Il ne faudrait pas qu'elle s'asseye sur la croissance de l'économie de notre pays. D'accord. Merci beaucoup. Chacun d'entre vous a suivi. Vous pouvez vous faire. Allez-y rapidement. Oui. Je peux dire un mot. C'est fâcheux. C'est fâcheux de croire que EDG est un canard boiteux. Ça pourrait devenir un fleuron national. Il faudrait faire les bonnes réformes pour ça. Un fleuron national, EDG. Moi, je pense, vous me poussez à une deuxième conclusion. Je l'ai bien dit, pour que notre pays se développe, nous avons besoin d'énergie. Nous avons besoin d'une énergie qui est propre, une énergie qui est renouvelable,
mais également une énergie qui est au bon coût, au coût qui est le plus juste. Donc je reviens toujours à cette notion de justice énergétique, afin qu'à terme... La justice énergétique, c'est la concurrence. Afin qu'à terme, que la notion de subvention soit prise au sérieux et limitée progressivement, afin que l'État prenne ces ressources-là pour que l'État puisse les allouer à d'autres secteurs prioritaires de notre pays. Pour certains, EDG est un fleuron, pour d'autres, c'est un... Non, je n'ai pas dit que c'est faux. Ça pourrait devenir un Ça fleuron. pourrait devenir un fleuron si les réformes... Pour certains, EDG pourrait devenir un fleuron, pour d'autres, c'est un gouffre budgétaire. Dans tous les cas, chacun de voit sa position. Vous pouvez prendre la position que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est qu'il doit y avoir des réformes à EDG pour que l'électricité soit garantie dans notre pays. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous vous est donné donc dimanche à partir de 17h, mais la rediffusion, c'est déjà samedi à 10h. Merci à tous et bonne fin de semaine. Au revoir.